Pendant la période de la grossesse, la femme est au centre de toutes les attentions. Et aujourd'hui, dans Côté A, nous voulons justement aborder avec vous ce concernant la grossesse. Les tabous liés à l'accouchement et à la grossesse, c'est tout de suite dans votre émission Côté A. Et pour ce faire, on met tout de suite les plats dans le sujet avec notre équipe choc de chroniqueuses Côté A. Bonjour Elvie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, la forme. Cyrielle, comment ça va? Ça va, tout doux. Dora? Ça va, la pêche? La pêche? Ben, il en faut de la pêche pour aborder ce sujet. Eh oui, sujet sensible. Qu'on connaît toutes. Sujet sensible. Les tabous de la grossesse, les tabous de l'accouchement, et même les tabous de l'après-accouchement. C'est justement avec beaucoup d'énergie qu'on a décidé d'aborder ce sujet avec vous. Et de réticence, il faut le dire. Il faut avouer, oui, beaucoup de réticence, parce qu'on va vous parler de nous, mais on va aussi vous parler de vous, parce que c'est un sujet qui vous concerne, c'est un sujet qui nous concerne toutes et qui nous concerne tous, parce que même les hommes vont être concernés par ce sujet-là qui concerne les tabous de l'accouchement, les tabous de la grossesse. Et pour commencer, on va commencer par Tata Elvie. Oui. Parce que toi, en fait, justement, dans la culture africaine, quand on parle grossesse, ça vient toujours avec une liste, un chapelet d'interdits. Tout cas. On ne doit pas s'asseoir au bord de la porte. Une femme enceinte ne croise pas les pieds. Alors, d'où viennent justement tous ces... Toutes ces interdits, parce que c'est vraiment des règles... bien fondées, pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire à ce niveau-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, la femme enceinte est comme un portail. Le portail entre le monde physique et le monde spirituel. Donc du coup, selon nos traditions ancestrales, on a beaucoup relié certains tabous ou interdits par rapport à la spiritualité. Est-ce avéré? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, la science est venue donner des réponses un peu plus efficaces que nos traditions. On ne vient pas dire que la tradition n'est pas du tout bonne, mais on vient juste dire que ce n'est pas avéré. Mais néanmoins, on les prend de bon cœur et on peut en rire un peu. Alors, j'ai dégauché pour vous 20 rituels ou bien 20 anecdotes sur la grossesse en Afrique, un peu partout, qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Attachez vos ceintures parce qu'on va bien rigoler quand même. Le premier paradigme africain pendant l'accouchement, on va dire éviter le cube, l'excès de sel, souvent manifesté par des pieds qui enflent. Alors là, je veux modérer quand même, parce que je pense que ça part peut-être aussi d'une problématique de santé. Parce que ce qui est vrai, c'est que les femmes africaines particulièrement, enfin les femmes non blanches, on va dire, ont tendance à faire plus de pré-éclampsie ou d'éclampsie. Et ça, c'est dû à de la tension, en fait. Donc derrière, couper le sel et le cube, est-ce que c'est pas pour aussi modérer ce risque-là, qui a été peut-être observé de manière intuitive et non traduite de manière médicale? Donc ils se sont dit, on coupe le sel, on coupe le cube, et c'est réglé. Après, c'est vrai que la femme enceinte, elle est particulièrement fragile, et on sait aujourd'hui que même sans grossesse, le sel, sur certaines pathologies, ça fait pas du bien. Donc peut-être qu'ils ont constaté en effet les dégâts du sel et qu'ils se sont dit bon allez arrêtons tout et puis c'est vrai. De manière générale, en fait, en Afrique, on a tendance à cuisiner beaucoup plus salé. Il n'y a que sur les plats en Occident en fait. On a beaucoup de plats comme ça et pendant la grossesse, la femme enceinte, elle a, du point de vue hormonal, il y a comme un dérèglement comme ça au niveau du goût. Donc ça fait que des fois tout doit être accentué. C'est toujours plus sucré, plus salé et ainsi de suite. Donc je pense que ce warning là, il le disait peut-être sans avoir de fondement scientifique, mais in fine, là, ça a sa place. Quoi. Pour une question, en fait, toujours sur le propos du sel et des pieds enflés, effectivement, ça a quand même une relation. Ah oui, non, mais complètement. Oui. Complètement. Donc voilà, c'était ton avis de médecin que je voulais. On a validé ce rituel ou bien ce paradigme africain. Le deuxième, éviter le piment, car l'enfant risque de naître chauve. Bon, corrélation entre... pousse de cheveux et piment, bon, ça je ne sais pas. Là-dessus, je donnerai pas mon avis. À mon avis, c'est génétique. Maman, si t'as pas les cheveux, mange pas de piment si tu veux, c'est pas sûr. Ah, mais des fois, l'enfant aussi peut être chauve, après il aura beaucoup de cheveux. Aussi, ça arrive. Ouais, ça arrive, donc. Donc, bon, le piment dans l'histoire, je ne sais pas. Bon, on va pas manger piment dans notre bouche. Et on va passer au troisième,
Ne pas manger la nourriture de la veille, sinon la femme fera des selles en accouchant. Ah ouais. Moi, je pense que la nourriture de la veille peut te donner la diarrhée. Ça, c'est pas faux. Mais zéro rapport avec ton accouchement. Parce que l'accouchement, là, je sais pas le rapport avec la nourriture de la veille que tu as mangé à 3 mois de grossesse. Hein. Maintenant, après, c'est vrai que des fois, on comprend pas bien les informations. Est-ce que ça ne s'est pas arrivé sur un cas où la femme, en fait, elle a accouché le lendemain? On lui a dit, tu as mangé la veille. Elle a dit, oui, j'ai mangé la veille. Maintenant, ils ont amené l'information comme quoi il ne faut pas manger la nourriture qui a dormi la veille. Alors qu'en fait, c'était juste pour dire qu'en fait, quand tu vas accoucher, ben, la veille ou quelques heures avant, ou voilà, quand tu sens tes contractions arriver, ben, d'arrêter de t'alimenter parce que justement, pour éviter de faire tes besoins sur la table de travail. En fait. Tata Rose, ça c'est quand même très risqué. Hein. Arrêter de s'alimenter et aller au bloc d'accouchement faible. Parce que celui qui n'a pas mangé, faut pousser là-bas. Il faut un peu d'énergie quand même. Hein. Si on commence à dire aux gens, dès que tu sens une contraction, arrête de t'alimenter, ça pourrait être compliqué. Ouais, après, ça te conseille, c'est peut-être de prendre quelque chose de sucré. Comme ça, au moins, avoir de l'énergie, parce que là-bas, il faut pousser. Hein. Non, après, ça te dérange pas de faire tes besoins là-bas. C'est chacune aussi sa relation avec le public. Avec le besoin. En tout cas, si la table d'accouchement peut devenir des toilettes publiques, on pourrait s'en passer. On va passer au suivant. Ne pas s'asseoir au seuil de la porte. Sinon, l'enfant fera des siennes pour sortir au moment de l'accouchement. Ça aussi, je ne sais pas. Ouais, je veux rien dire. Je veux rien dire parce que franchement, je vois pas le rapport, mais on peut continuer. Donc, la notice suivante, on dit ne pas faire des rapports sexuels les 2 premiers mois, sinon l'enfant aura une tête déformée. Aïe. Je ne sais pas non plus. Les 2 premiers mois, il y a de la tête. Ne pas sortir le soir, déconseillé, surtout au crépuscule et le matin à l'aube, parce que les activités des esprits sont très actives à ces heures-là. Ah, ben dis donc. Moi qui sortais beaucoup le soir là. Mais par contre, ça, moi, j'ai déjà entendu. Entendu plus tard. J'ai déjà entendu, on en a déjà parlé, je pense. Après, je l'avais pas pris au sérieux. Ensuite, on nous dit interdiction de manger du lièvre. Parce que la viande que la femme enceinte mange déterminera le tempérament de l'enfant. Et pour le lièvre, c'est pour éviter que l'enfant naisse avec un bec de lièvre. Est-ce que vous avez entendu d'accord. Ça, non, je ne connaissais pas, mais... Il y a beaucoup de De lièvres toute façon, je ne mange pas de lièvre. Donc, pour moi, personnellement, je ne pouvais pas tomber sur ce conseil-là. Et puis après, je ne savais pas manger du lièvre au Congo. C'est ça. Il y a du lièvre au Congo, d'ailleurs. Bon, c'est Afrique. Ça, c'est le paradigme, surtout le territoire africain. D'accord, bon, bah, c'est pas... Pour nous, au Congo, comme nous ne mangeons pas de lièvre, on sera épargné. Mais par contre, il y a des becs de lièvre en Afrique, hein, donc je sais pas. Mais même au Congo. Même au Congo, il y a des becs de lièvre. Non, mais c'est ça, si on n'a pas de lièvre et qu'on a des becs de lièvre, congénitale. c'est lié à autre chose. Hein. Ouais, c'est une déformation congénitale, donc du coup... Interdiction de manger du phacochère, car l'enfant va naître avec des problèmes respiratoires. Ah, parce que le phacochère, c'est... Non, ça tombe bien, ça aussi je mange pas, donc ça va aller. Mes sœurs, si vous êtes enceinte, arrêtez le phacochère. Phacochère, ça doit être une viande de chasse, hein. Ça, on va trouver, je pense. Celui qui renfle. Mais c'est un cochon de sauvage. Ouais, c'est le sanglier. Faut arrêter le sanglier, ouais, c'est ça. Mais donc, faut arrêter de manger pas de sanglier, parce qu'il aussi fait... Je sais pas, enfin... En tout cas, c'est comme si on nous interdit de manger toutes les bonnes choses qui ont de la chair et ensuite, on nous dit d'éviter de regarder des choses laides, des scènes laides, d'avoir des conflits, sinon cela va impacter sur le tempérament du bébé. Ok, bah, sur les conflits peut-être au niveau des émotions. Oui, parce que ça, on sait que les émotions, ça impacte directement sur le bébé. L'atmosphère, ouais, l'atmosphère, ouais. Pendant la grossesse, quand on crée autour de nous, ben, l'environnement, ça impacte. Donc, ça, on le prend. Aussi, ça aussi, on le valide. On le valide. Validé sur le plateau. Ensuite, on dit quand une femme enceinte croise une personne qui lui veut du mal, elle doit impérativement cracher sur sa poitrine. Comme ça. Ah, on aime cracher. Mais ce que je veux savoir, c'est que... Pour rompre le mauvais sort. Mais comment tu vas savoir que la personne en face te veut du mal? Et puis te cracher dessus là même. Tu es sérieuse? Non, ça je ne prends pas. Et puis tu sais, avec nos émotions de femme enceinte, on peut même croire que toute la terre nous veut du mal. Et puis tu craché dessus. Ta poitrine plusieurs fois. Non, là, franchement, je laisse. Ensuite, on dit qu'une femme enceinte devrait éviter de tout contact avec la mort, en fait, les funérailles, être en compagnie d'une personne en deuil. Elle devrait éviter cela pour éviter d'avoir un cas de décès par rapport à l'enfant. Peut-être lié aux émotions. Aux émotions, moi je dirais que je prends les émotions. C'est quand même... ça pourrait impacter. Après, aller dans un s'il y a un deuil quoi. auprès de, proche de chez toi,
assiste ta famille, t'arrêtes pas parce que t'es enceinte. Enfin, je veux dire, ça dépend. Si tu peux pas y aller, tu n'y vas pas. Mais si ça te concerne directement, tu vas pas dire attention, attention, mon bébé va mourir, je viens pas. Non. Faut rester raisonnable. Mais il faut éviter des émotions négatives pour le bébé, ça c'est sûr. Selon la tradition africaine, il était interdit de faire layette, chambre de bébé, de trouver déjà le prénom du bébé, des baby showers. C'est à éviter car c'est provoquer les ancêtres sur la vie de notre enfant. Donc c'est comme si on disait aux ancêtres, l'enfant qui est dans le naître, il doit naître que tu le veuilles ou pas. Donc selon la tradition... Mauvais œil, moi je dirais peut-être en Afrique on a très peur de ça, de réveiller le mauvais œil. Mais bon, j'ai fait baby shower. Ça là-bas. C'est même pas moi qui l'ai organisé, c'était un baby shower surprise et j'étais très contente. Donc, en fait. Ça se passe bien pour Gilou, n'est-ce pas? Donc, oui, ça va. Ok. Mais en plus, en ce moment, il y a même une nouvelle tendance, gender reveal, la révélation du sexe de l'enfant. Avec le truc où tu bleu, rose. Okay. Bon, ils exagèrent un petit peu aussi, mes copains de là-bas. Oui, mais c'est clair. The gender reveal. Et puis, c'est plus trop, les gens font même plus le baby shower. J'ai l'impression que beaucoup maintenant, c'est devenu, ouais, gender reveal et puis c'est ça. Ça regarde que vous les parents, hein, le sexe de votre bébé, c'est pas la peine de faire une fête pour ça. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ah, Dora, laisse les gens s'exprimer. Bon, on dit que la femme enceinte ne devrait pas boire de l'eau glacée, s'asseoir à terre et prendre de l'eau avec la bouteille, quoi. Ça, c'est interdit, sinon l'enfant aura le hoquet quand il naîtra. Ça, j'ai entendu l'eau de la bouteille, la glacée, je sais pas comment on va faire, il fait chaud au Congo. Moi, je suis navrée, cher bébé. Moi, j'aime l'eau glacée. Mais par contre, l'eau à la bouteille, ça, je l'ai entendu. J'ai entendu l'eau glacée aussi, mais bon. Franchement, j'y crois pas. Moi, j'ai pas relevé. J'ai quand même bu à la bouteille de l'eau glacée. Donc, on va terminer avec les prochaines. Et ça, c'est pour l'accouchement. Pendant l'accouchement, une femme enceinte ne doit pas coiffer et surtout coiffer une autre femme enceinte. Sinon, à quelques jours de l'accouchement, la femme enceinte ne doit pas coiffer quelqu'un ou coiffer une autre femme enceinte. Sinon, ça arrêtera sa maternité au seul enfant qu'elle a eu. Oh là là. Ça, c'est poussé quand même. Bon, imagine, t'es coiffeuse et c'est ton gagne-pain. T'arrêtes de bosser parce que t'as peur pour ta maternité. Enfin, des fois, quand il n'y a pas de fondement, c'est chaud. De toutes les manières, normalement, à la base, à ce moment-là, c'est à 2 jours de l'accouchement, on est tous censés être en arrêt. Mais c'est ça. Ah, mais il y a des femmes qui travaillent jusqu'au bout, t'es profession libérale, c'est ton job. Et si t'es en forme, tu vas bosser. Là, tu vas t'arrêter exprès parce que tu as peur. Non, mais enfin bref. Faut pas moi, il y a des choses, je relève pas. Femme, faites comme vous le sentez. C'est clair. Si vous coiffez pas, c'est pas grave tant que c'est pas votre gagne-pain. Après, quand c'est votre gagne-pain, interrogez-vous. Interrogeons-nous. Moi, je vais pas faire de commentaires. On dit, à quelques jours de l'accouchement, il est encouragé à la femme d'avoir des rapports sexuels avec son mari parce que le liquide séminal est très bon pour la sortie du bébé. En fait, c'est juste parce que le liquide séminal, en fait, provoque des contractions. D'accord. C'est tout simplement ça, en fait. Et du coup, quand on est à terme, ça aide. Il y a même des cas où, justement, la femme, elle est à terme, et puis on ne veut pas qu'elle dépasse le terme, par exemple. On dit, mais là, vous êtes à quelques heures de l'accouchement, le travail a commencé, mais on veut l'accélérer. On va lui dire, mais rentrez à la maison, crac, crac, et puis ça va accélérer le process. Et ça, c'est juste parce que... Non, oui, moi, tu ne peux plus rien faire. Vous écoutez bien ce que le docteur est en train de dire. Par contre, ce que tu es en train de dire, moi, ça m'inquiète. Une dame, elle a commencé son travail, elle a mal, quoi. Donc, le crac-crac du docteur prescrit là. Oui, non, c'est quelques jours avant. Non, je dis que c'est... Voilà, moi, enfin... Quand l'enfant ne peut pas... Quand on ne veut pas que l'enfant sorte après terme, c'est ce qu'elle a dit. J'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail. Enfin, j'ai mal. Des gens qui ont... Quand tu as commencé le travail, qui arrivent... J'ai mal. Mais pas tout le temps. Oui, mais t'as pas mal tout le temps. Ah, c'est pas encore t'en as qui ont 22 heures de travail. T'as genre 1 heure de pause entre 2 contractions, donc tu cours vite. Mais voilà, tu vas accélérer le travail justement, comme ça passe de 16 heures. Oh Seigneur. De 22 heures, ça va passer à 10 heures. Tu gagnes des heures ou pas? Tout à fait. Bon. En faisant quelque chose que tu sais faire. C'est le docteur qui a parlé. Moi, je suis désolée, il faut prendre. C'est scientifiquement prouvé. Donc, voilà. De crac, boum, boum. Bon, messieurs, n'abusez pas. Hein, et soyez doux. Elle a mal. Elle est quand même enceinte. Souvenez-vous qu'elle a mal, quand même. Donc voilà, vous entendrez toutes sortes. Ça, ce n'est que
les 20 points qu'on a pu noter comme ça, mais il y a plein d'autres, hein, des interdits. Tu dois pas manger l'igname, sinon ton enfant naîtra avec de la glaire sur le corps énormément. Tu dois pas manger du safou, trop de safou, sinon l'enfant naîtra sale. Il y a plein d'autres choses. Mais de tout ce que l'on peut dire, voici les 5 vrais conseils vérifiés et attestés. Donc voici le premier. Dès que vous savez que vous êtes enceinte, vous devez impérativement vous rapprocher d'une sage-femme ou d'un personnel médical attitré pour vous aider à suivre votre grossesse. Ça, c'est le premier point, vérifier et attester. Deuxième conseil, l'alcool n'est pas bon pendant qu'on est enceinte. On entend dans la cité, oh, il faut prendre la bière là, ça va te donner le teint, ton enfant va naître brun. Non, 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 non. Pendant la grossesse, l'alcool, le tabac, la drogue sont interdits. Vérifié et certifié. Troisième conseil, il est recommandé d'aller faire ses visites médicales au moins une fois par mois quand on est enceinte. Quatrième recommandation, l'automédication est prohibée, c'est interdit. C'est pas parce que, toi pour les nausées, tu avais pris quoi? Bicarbonate, moi aussi je vais prendre. Non, 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 non. Rapprochez-vous de votre médecin et c'est votre médecin qui va vous prescrire ce qu'il faut. Et dernier conseil, manger des aliments crus, comme le poisson, le sushi, ou des légumes sans les nettoyer, bien les nettoyer, peuvent être dangereux pour vous, surtout si vous n'êtes pas immunisé à la toxoplasmose. Voilà les 5 conseils qui sont vérifiés et certifiés que l'on pourrait vous donner. En tout cas, merci beaucoup, Elvie. Alors moi, j'ai une question collective, là pour tout le monde sur le plateau. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tabous autour de la grossesse et de l'accouchement? Je pense que, en fait, moi c'est mon avis, hein, je pense que nos aînés les aînés ne veulent pas communiquer dessus, peut-être de peur que ça réfrène les envies en fait de tomber enceinte. Mais après j'ai envie de dire c'est une peur qui est non fondée, parce que quand tu as envie d'avoir un enfant, peu importe ce qu'on va te dire, tu vas vouloir l'avoir. Mais je pense que ce serait plus intéressant si on communiquait plus sur justement ces tabous et ces problématiques pour mieux préparer celles qui veulent avoir des enfants demain à les avoir, à savoir que attention, c'est bien, tu vas tomber enceinte, mais il peut y avoir ça, ou ça peut très bien se passer en fait. Mais avoir toujours les bons côtés. Pas juste, ouais non mais tout est tranquille, t'inquiète, tu vas vomir un petit peu, cracher un petit peu à gauche à droite, et après ça va rouler jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans quoi. Après, non, en fait, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'intimité dans ce sujet-là. C'est un sujet qui touche l'intimité. On tombe enceinte comment? Suite à une relation sexuelle. Ouais. Après, l'accouchement aussi, c'est très personnel. C'est quelque chose que chaque femme vit avec soi-même, avec son propre corps. Et donc, tout ça fait que c'est pas forcément des sujets qu'on aborde facilement avec de tierces personnes. Trouver une mère qui va expliquer à son enfant que quand tu vas coucher avec un homme, tu vas peut-être avoir un bébé. On n'est pas ouvert à ce genre de discussion. Donc, naturellement, on va pas t'apprendre à la maison comment se gère une grossesse. Ça va pas faire partie des sujets de conversation avec l'éducation congolaise et la culture congolaise qu'on a, où on est très pudique. On a beaucoup de pudeur. Donc, tout ça, ça complique la chose. Et donc, ça fait que, oui, en général, on découvre la maternité sur le banc d'accouchement, quoi. Ou en lisant, moi je sais que la lecture ça m'a beaucoup aidé, ou en lisant des livres de femmes qui en parlent. Moi je savais avant d'aller accoucher que primipare c'était au moins 8 heures de travail. Ma mère m'a jamais dit ça, pourtant elle a eu 4 enfants. Donc je l'ai lu dans un livre. Donc il y a la lecture pour aider, mais c'est vrai que nous on est d'une culture pudique en Afrique et de façon générale, donc c'est des sujets qui touchent à l'intimité des gens. Et donc, c'est pas forcément des sujets qu'on aborde facilement. Au sein de la famille, des aînés vers les plus jeunes, c'est compliqué. Après, c'est vrai, les filles, que c'est important quand même, malgré tout ça. On a compris qu'il y a tout le poids culturel, tout le poids de la société et tout. Mais c'est quand même important, quand même, que la jeune fille sache ce qu'il attend pendant la grossesse, quoi. Et ce qu'il attend pendant l'accouchement. C'est vrai que chaque grossesse, c'est une expérience qui est unique, en fait. C'est vraiment quelque chose de personnel. Mais au moins de donner les grandes lignes, parce que on n'a pas chez nous les cours de préparation à l'accouchement. Mais sur l'étape d'accouchement, ça crée des dégâts. On n'a pas forcément de plateau technique. Donc il faut préparer la femme en fait. Vaut mieux la préparer avant, comme ça on évite les catastrophes par la suite, plutôt que à la dernière minute de traumatiser les gens, justement. Parce que justement à la question, on pousse comment? C'est très bien que tu en parles du fait déjà je reviendrai par rapport à ce que tu as dit, de préparer la jeune fille à
à cette étape en fait de l'accouchement. Moi, je me rappelle une collègue, et on était enceinte au même moment, mais elle était plus avancée. Et quand elle m'a vue enceinte, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, écoute, accoucher là, ça fait mal. Tu vois? Elle me l'a dit. Elle a dit, ça fait très mal. Et surtout les contractions, quand ça vient, ça fait très mal. Ce que je vais te conseiller, c'est que tu dois te blinder moralement. Donc, parce qu'elle me l'avait dit, que quand c'est arrivé, j'étais préparée mentalement que j'aurais mal. En étant primipare, j'ai bien géré la douleur de la contraction. C'était pas genre nouveau. Quand c'est arrivé, je me suis dit, ah, donc c'est de ça qu'elle parlait. Et j'ai maîtrisé. Mais par contre, sur comment on pousse, étant donné que c'est le chemin par lequel tous en passent, ça, ni le personnel médical, ni les gens autour te parlent de ça. On te dit jusqu'au moment où ça va venir, tu sauras, tu pousseras. Bon, tu pousseras comme tu pousseras. Et moi, c'était un peu le problème que j'ai eu pour ma première grossesse, primipare. Je me retrouve en pleine table d'accouchement, on me dit pousse. Mais je pousse comme je sais qu'on pousse, quoi. Je pousse comme... Et la dame, au lieu de m'expliquer, voici comment on pousse, fais comme ça, non. Avec le personnel médical qu'on a ici, en grève, je vais indexer personne, mais qui te crie dessus, ah mais toi, tu ne savais pas que tu devais passer par là, toi il faut pousser, mais ça va pas, tu vas mourir, l'enfant va mourir, mais tu te retrouves dans cette situation-là, c'est ta première grossesse, tu es en train de pousser et tu es confronté à un personnel médical qui est censé t'accompagner, mais elle te crie dessus comme si tu dois être expérimenté. Montrez-moi l'école où on apprend aux gens à pousser pour accoucher. Mais ça, excusez-moi, je pense que le personnel médical devrait plus l'apprendre aux gens. Je pense que en Europe, on parle de cours de préparation à l'accouchement et compagnie. Certainement qu'on apprend comment pousser. Mais chez nous, si tu ne l'apprends pas, mais tu ne sauras pas. Et c'est comme ça qu'on a des primipares souvent qui sont confrontés à l'épisiotomie. Mais le choc émotionnel que ça va représenter pour la jeune fille qui a sa première fois. Moi, quand je suis sortie de là, mais j'avais plus envie de mettre au monde. Si bien que quand je suis tombée de nouveau enceinte, c'était ça ma plus grosse peur. Passer à la table d'accouchement, encore le processus de la grossesse, il n'y avait pas de problème, mais à la veille, j'étais vraiment traumatisée. Quand je suis rentrée dans la salle, j'étais tétanisée. Heureusement que je suis tombée sur un personnel différent qui m'a accompagnée, qui m'a justement montré comment on pousse. Et mais si on me l'avait dit depuis longtemps, ben je me serais entraînée à la maison moi-même à pousser, à dire je ferais comme ça. Et ben oui, c'est pour limiter en fait les dégâts. Si on apprend aux gens comment faire en amont, mais le jour J, vous n'aurez pas à crier sur eux, vous n'aurez pas à les insulter, vous n'aurez pas à parler de leur intimité aux yeux de tout le monde. Attendez, moi ça m'avait tellement énervé que j'ai giflé la dame. Donc tu vas partir avec Rosso avant cette gifle, et j'avais plus envie de mettre au monde parce que ça m'avait choquée. Je m'attendais pas à ça. Et donc aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, vous pourrez tomber sur un personnel très bien. Et vous pourrez aussi tomber sur le pire. Mais dans tous les cas, vous devez vous préparer. Surtout, préparez-vous à apprendre à pousser. Parce que ça, c'est le plus gros du travail. Pousser, là. Ouais, mais c'est important ce que tu dis. Parce que la préparation, moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Tu disais tout à l'heure, en Europe et tout, il y a des cours de préparation à la grossesse. Mais en fait, c'est quelque chose qui est en train de s'installer en Afrique. C'est qu'à Abidjan, il y a des cours justement de préparation. Il faudrait juste que, justement, ici, les personnes qui sont concernées par ça puissent aussi s'investir de la sorte pour accompagner, en fait, la primipare à mieux aller vers l'accouchement. Parce que la grossesse, ok, ça peut se gérer. Mais le moment de la délivrance même, là, c'est ce qu'il y a de plus difficile, quoi. Justement, parce qu'en fait, le travail se fait en 3 étapes. Il faut expliquer à la fille que quand tu arrives, il y a la première étape, c'est la contraction, tout ça. Deuxième étape, c'est quand tu expulses, parce qu'il y a l'expulsion. Et troisième étape, c'est la délivrance, parce que le placenta qui t'attend par derrière, tu n'es pas forcément préparé aussi à la douleur que ça entraîne, parce que tu as l'impression de faire... Des fois, tu dis que le bébé est sorti, c'est fini. Et puis là, tout d'un coup, tu as une contraction qui arrive. Et là, tu as autre chose qui est en train de sortir, et tu as quelqu'un qui va te trifouiller, te sortir ce qui est à l'intérieur. Mais ça, en fait, si on te l'avait dit, dans ta tête, tu serais déjà prête à savoir que, ok, le travail, c'est 3 étapes, d'accord. Là, je suis à la première étape. Une fois que je pousse, c'est la deuxième étape. Ça s'appelle comment l'expulsion. Ah, d'accord. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est la délivrance. C'est là où je sors tout. Tout le reste de mon utérus, c'est tout ce qui va avec et tout. Ça te permet d'être beaucoup plus apaisé. Et pareil, l'épisiotomie. Aussi, quand on explique à la jeune fille, ah, ça peut t'arriver d'avoir une épisiotomie. Parce qu'il y en a qui voient ça comme un drame.
Une fois que tu as une épisode, mais c'est pas forcément quelque chose de dramatique, une épisode. Si jamais la tête de ton enfant, il arrive avec les épaules comme ça ou en bras comme ça, mais pour t'aider, on va venir ouvrir. Mais si tu as le vocabulaire et que tu sais ce à quoi ça ressemble, c'est déjà un temps de gagner. La péridurale en Afrique, mais c'est tout un schéma. On nous a tellement dit, il faut qu'une femme, ça accouche naturellement. Il faut être une femme forte. Au point où la vision qu'on a de la césarienne, c'est tout un schéma. L'accouchement avec péridurale, c'est-à-dire que tu vois ça comme une défaite, parce qu'on t'a dit qu'une vraie femme, ça pousse. C'est voix basse, ça couche comme ça et pas autrement. Là, sur ce que tu es en train de dire, là, moi, quand j'ai signé les papiers pour la deuxième GI péridurale, quand j'ai signé les papiers que je voulais la péridurale, pour ma mère, c'était un scandale. Mais comment tu veux prendre la péridurale? Ah mais non, oui, je vais prendre la péridurale. C'est vraiment, c'est ce que tu dis, c'est vraiment... un signe de faiblesse. Une femme, ça met au monde avec les douleurs. C'est-à-dire que, limite, accoucher avec péridurale, non, c'est pas une vraie femme. La vraie femme accouche dans la douleur. Ah mais non, aujourd'hui la technologie a avancé, aujourd'hui on a des moyens pour nous faciliter la vie. Et aussi je reviens sur une idée reçue, la péridurale ne fait pas systématiquement mal au dos. J'en ai eu 2, mon dos va très bien. Donc on va te dire, parce que là c'était son argument du coup à maman, de me dire, mais tu sais pas, la péridurale après, tu peux plus marcher, après, mais non, je marche, tout va très bien. C'est fait pour nous aider, c'est pas, ça t'en fait pas moins mère, ça ne fait pas de toi moins une femme, ça t'aide, et honnêtement, moi j'ai fait la différence, hein. Première grossesse sans péridurale, deuxième avec péridurale, il n'y a pas photo, troisième j'ai coché péridurale, hein. Je ne me suis pas posé la question. Hein. Et moi je pense qu'il faut revenir sur un sujet encore plus important, c'est la césarienne. Parce que la péridurale, ça commence à rentrer dans les mœurs aujourd'hui de mettre la péridurale, mais la césarienne, ça reste encore, même des femmes qui doivent passer par la césarienne, veulent absolument essayer d'accoucher par voie basse parce qu'elles pensent que ça va faire d'elles plus des femmes. Mais en fait, la douleur de la césarienne, ça n'a tellement rien à voir que j'ai envie de dire, l'un et l'autre ont comment ça s'appelle, leur lot de douleur, quoi. Après, c'est pour ça que les femmes aussi ne veulent pas passer par là pour s'éviter cette grosse douleur-là et de se dire, tu récupères plus difficilement. Tu n'as pas le choix de vouloir, tu ne veux pas de césarienne. Justement, la césarienne qui fait que c'est encore un tabou. Parce que tu dois le faire en fait. C'est pour ça que de prééclampsie, il faut les convaincre qu'elles n'ont pas d'autre choix que la césarienne. Il n'y a pas des convaincre, c'est médical en fait. Parce qu'en fait, la césarienne par convenance, comme ils disent, n'existe quasiment pas chez nous. On ne prend pas ce risque-là, en fait. C'est vraiment parce que tu n'as pas le choix. Que tu te dis, enfin, moi, je ne pense pas que ce soit la même approche. Je pense qu'une femme qui ne veut pas la césarienne, c'est pas qu'elle se sentirait peut-être moins mère, mais c'est surtout qu'elle se dirait que c'est dur de... Non, c'est pas ça. Si médicalement, je peux vraiment me faire... Parce qu'aujourd'hui, tu as aussi des gens qui abusent. Hein. Tu as des gens au Maroc, j'ai entendu dire, alors moi, j'ai pas été au Maroc, que systématiquement, on te met en césarienne, en fait. Parce que c'est plus cher. Forcément, c'est des sous. Quelqu'un qui accouche par voie basse et quelqu'un qui accouche par césarienne ne paye pas pareil. Donc moi, je suis une mère, je suis au Maroc, je vais dire... Tu dois me démontrer que si. Non, mais moi, je peux pas faire la voie basse. Moi, j'ai accouché la première, elle m'a dit, la prochaine, j'aurais su 4 kilos, je te prévoirais une césarienne. Mais moi, j'ai fait tous mes 4 kilos par voie basse. Donc, je veux dire, avant de m'envoyer à la césarienne, là, si c'est médicalement prouvé, tu m'expliques en fait. Et on y va. Mais je vais pas te valider la césarienne parce qu'il y a des fois des questions financières derrière, il y a des fois des questions de convenance. Le médecin ne veut pas trop se fatiguer. Les 3 filles que j'ai eues, elles ont 4 kilos, elles sont censées par voie basse. Donc, c'est pas l'argument qui me suffit pour me faire une césarienne en fait. Tu m'expliques. Si je fais de la tension ou j'ai médicalement, je peux pas supporter la voie basse, d'accord. Mais tu vas pas juste me dire, parce que après je sais que c'est difficile de récupérer, ça reste une opération, t'es endormi, ici, enfin, il y a aussi un truc, t'es réveillé, il y a un truc qu'on a peur des anesthésies, moi je sais que j'ai une peur bleue de l'anesthésie où on t'endort, parce que il y a des cas de gens qui se réveillent pas. C'est local. C'est une rachis, justement. C'est rachis anesthésie, en fait. Tu sens pas la douleur, mais tu sens quand ça passe. Tu le sens. Quand on te tripote le truc. Oui, quand on te tripote. Après, il faut comprendre qu'une femme soit sceptique sur la césarienne. Parce que c'est une opération, on t'ouvre, il faut que ce soit fondé. Que ce soit pas juste un business. Mais aujourd'hui, la péridurale, c'est vraiment ce côté où les mamans vont te dire, et ça c'est plus les mamans en fait, hein, parce que je pense que nous les jeunes filles on a adhéré c'est passé dans nos mindsets, ouais. Mais la maman elle va te dire, et quand tu es influencé et puis que tu écoutes trop maman là, et toi tu vas écouter parce qu'elle va te dire, comment ça, nous on poussait, mais maman il n'y avait pas la césarienne, il n'y avait pas la péridurale, c'est normal que tu faisais ça, mais maintenant il y a, pourquoi veux-tu? Après ça dépend des moments, moi je sais que ma mère elle allait chercher de l'anesthésiste partout pour moi, elle était là, non, tu souffres trop, il est où et tout. Après il y a la peur de la maîtrise de la technique, mais parce que comme on te pique dans le derrière, dans le rachis. La maman elle veut pas que sa fille sorte de là handicapée. Mais honnêtement, moi j'ai eu 2 péridurales. Je ne peux que vanter les mérites de la péridurale.
Non, moi je vante pas les mérites de la césarienne, c'est juste que je peux même pas dire que c'est un bon truc. Mais la césarienne se fait quand c'est indispensable. Faut pas que le médecin le prescrive pour son business, ou il faut pas que le médecin le prescrive pour ne pas être trop embêté, parce qu'il veut pas se fatiguer, parce que ça va être trop compliqué de pousser le 4 kg donc je t'ouvre. Ah non, faut que ce soit indispensable, parce que forcément la voix basse, 2-3 jours tu récupères, la césarienne ça peut prendre du temps. Donc derrière il y a aussi la vie de la maman, 3 et mois. le fait qu'on l'ouvre. Enfin, je veux dire, ça se fait pas, c'est pas simple à accepter en fait. Après, moi, j'aimerais juste rebondir sur la réaction des sages-femmes, justement le personnel soignant, pendant que tu pousses, tout le stress, tout ça. Ce que la femme enceinte ne sait pas, c'est que à chaque poussée, à chaque contraction, l'enfant manque d'oxygène. Et donc, nous, on n'a pas le plateau technique. Donc, des fois, c'est le stress qu'elle a aussi en tant que sage-femme de se dire, ah, elle là, si elle fait mal son job ici, hein, je me retrouve dans des problèmes en fait. Parce que s'il faut que l'enfant ait un souci, que la maman ait un souci, et il va falloir gérer ça autrement, envoyer au bloc et tout machin, on n'a peut-être pas ce qu'il faut. Et après, c'est dans la manière de faire en fait. Mais ça, c'est important. Et ça, c'est vrai que généralement, la maman ne sait pas. À chaque fois que tu pousses, ton enfant, il manque d'oxygène. Donc, c'est quand la contraction s'arrête qu'il récupère lui aussi son oxygène. Et c'est pour ça que quand elles sont rapprochées, il faut vraiment être capable de bien pousser, pouvoir l'expulser et le laisser en fait récupérer. Parce que tout le moment où tu pousses, où les contractions sont vraiment rapprochées, ça fait que ça fait beaucoup de phases où justement lui il manque d'oxygène. Et plus c'est lent, plus il manque d'oxygène, plus il sort de la bleue. C'est là qu'on a des naissances avec des enfants bleus et tout parce que ça manquait d'oxygène. Et là par derrière, il faut être capable aussi de récupérer l'enfant et de le rattraper. Mais ça aussi, il faut l'expliquer aux mamans. Comme ça, elles aussi, elles savent un peu ce qui les attend en fait sur la table d'accouchement. Mais Tataro, moi j'ai envie de te dire, Tataro, je comprends qu'il y a un stress du personnel médical. Je comprends que, mais on doit les apprendre aussi à mieux gérer leur stress. Donc moi j'ai eu la même expérience que elle vit, l'expérience congolo-congolaise du bloc d'accouchement où les gens sont désagréables. Mais ma deuxième expérience était complètement différente et on est arrivé au résultat plus vite. C'est quand même préférable, quelqu'un qui t'encourage. On a tous le même intérêt. La mère qui est en train d'accoucher, le personnel qui est en train de l'aider. Notre objectif, c'est que cet enfant naisse en bonne santé. Donc, je pense que si on va dans le sens d'aider la mère en l'encourageant plutôt qu'en l'insultant, on va atteindre notre résultat plus rapidement et plus efficacement. Donc là, je pense qu'il y a quand même un travail à faire sur la gestion du stress de notre personnel, la gestion de l'accompagnement, enfin, qu'on leur apprenne à mieux gérer. En fait, je comprends leur stress, c'est fondé, il ne faut pas qu'il y ait de catastrophe. On n'a pas de plateau technique qui va bien, mais il faut aborder les choses différemment pour être plus efficace. Et sur ce coup-là, tu as raison. Justement, en parlant vocabulaire même, j'ai même un exemple, et justement traumatisant, parce qu'on va tout de suite parler de traumatisme. C'est le vocabulaire qu'utilise le personnel soignant. Là, on a parlé de l'étape de l'accouchement, mais aussi pendant la grossesse, quand tu vas consulter, les premières consultations. Moi, je prends mon exemple par exemple, gynécologue, je vais consulter, et là, on me dit, parce que j'ai des fibromes, on me dit, mais madame, vous avez des monstres dans votre utérus. Mais comment est-ce que le personnel soignant peut utiliser ce genre de mots? Et encore moi, c'est pas ma première grossesse, parce que ma première grossesse, j'ai eu la grâce justement de tomber sur des personnes qui avaient utilisé le bon vocabulaire. Et qu'en amont, voilà, j'avais déjà été accompagnée, coachée, donc je savais un peu ce que c'était qu'un fibrome. Mais vous imaginez le cas d'une primipare, qui ne sait pas du tout ce que c'est, qui n'a jamais su en fait. Tout de suite, on te dit, tu as des monstres dans ton corps. Ok, si c'est une grossesse désirée là, donc c'est ton premier bébé, tu arrives avec toute l'énergie, l'enthousiasme et tout, première consultation, on dit tu as des monstres dans ton corps. Et pire encore, c'est un miracle que vous arrivez à tomber enceinte. On ne sait même pas comment est-ce qu'il va réussir à survivre, hein, ce bébé, au milieu de tous ces monstres-là. Mais c'est un choc pas possible. Et là, justement, je vais rebondir dessus en parlant de traumatisme sérieux. T'as bien de choses à nous dire concernant justement les traumatismes qui sont liés à l'état de la grossesse et à l'accouchement. Moi, ça va être plus le post-accouchement en fait. La prise en charge de la femme qui vient d'accoucher. Parce que ce que l'on ne dit pas et ce qui n'est pas souvent suivi ici au Congo et en Afrique, c'est le postpartum. Parce que la plupart des femmes, il faut savoir au moins que la moitié des femmes vont vivre soit un postpartum, soit un baby blues, soit les deux. Ça, c'est sûr. Et c'est quoi le postpartum? La dépression postpartum ou le baby blues, c'est pas la même chose. On va commencer par la dépression postpartum, je pense. La dépression postpartum va arriver dans les 3 mois après la naissance de l'enfant. Il y a tout un nombre de signaux
qui vont dire que la dame qui vient d'accoucher est en postpartum. Je reviendrai sur les signaux tout à l'heure. Et cette dépression va s'accompagner de beaucoup de problématiques en fait psychologiques. Et si elle n'est pas bien soignée, en fait, si elle n'est pas bien traitée ou si elle n'est pas bien détectée, elle va perdurer dans le temps. Et ça va altérer en fait la relation de la mère soit avec son enfant ou avec son entourage. Donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est que les hommes aussi, les pères aussi souffraient de dépression postpartum. Et que, bon, dans une moindre mesure certes, mais ils en souffrent et souvent c'est pas pris en charge parce que quand on parle de dépression postpartum, directement on pense à la mère. Il y a aussi le baby blues. Le baby blues, bon, ça arrive dans une proportion beaucoup plus élevée. C'est la partie où 2-3 jours après l'accouchement, on pleure un peu sans raison, on se sent un peu triste, on est un peu stressé. Ça arrive beaucoup au primipare, au premier enfant, parce que c'est normal. Hein. C'est les hormones qui tombent, toutes les émotions qui reviennent, l'accouchement qui se passe plus ou moins bien. Donc du coup, il y a tout ça qui arrive d'un coup. Et la mère qui n'est pas préparée derrière doit recevoir ça, doit gérer cette information-là et doit la digérer et ça fait du baby blues. Mais le baby blues, on va dire, c'est 1 à 2 semaines après l'accouchement, ça peut durer 15 jours. Après, en général, ça passe. Alors, je vais revenir sur les symptômes du postpartum. Ce sont pas des symptômes exhaustifs et ça peut changer d'une femme à une autre. Le premier symptôme que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse sans raison apparente. Elle vient d'accoucher, elle doit être heureuse, mais la seule chose qu'elle a envie de faire, en fait, c'est de pleurer ou de dormir. Et c'est ce qui vient au deuxième symptôme, qui sont les pleurs inexpliqués. On pleure quasiment tout le temps pendant une dépression postpartum. On a un sentiment de dévalorisation aussi, ou de culpabilité excessive. On se dit qu'on est mauvaise mère, qu'on n'est pas bonne. Au moindre pleur du bébé, on se dit mais qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire en fait? Pourquoi on est aussi nul? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à prendre soin de notre bébé? Pourquoi notre bébé pleure? Ça aussi, ça peut rentrer dans les symptômes de dépression de postpartum. On peut être très irritable. Ça, baby blues et postpartum se partagent l'irritabilité. Le moindre truc qu'on va nous dire, ça peut nous faire monter sur nos gonds, ça peut nous faire sortir de nos gonds, ça peut nous amener dans des colères noires, on ne comprend pas pourquoi. Et surtout avec les maris aussi. On est très irritable, surtout eux ils peuvent rien dire, ils peuvent rien faire parce que ils comprennent rien, ils ne savent pas c'est quoi nos sentiments. Enfin, on est très intolérante par rapport à nos proches. On a beaucoup d'anxiété. Qui ne s'est pas réveillé là, en pleine nuit pour aller voir si le bébé respirait. Et va le faire 3 ou 4 fois. Le bébé lui dort paisiblement, hein. Mais t'es là, tu regardes, tu scrutes, tu vois si ça respire ou pas avant de te rendormir. Ton mari il fera pas ça, mais toi oui, tu vas te lever pour t'assurer 3 ou 4 fois dans la nuit que ton enfant respire bien. Après, il y a d'autres symptômes un peu plus graves. Il y en a qui vont pas être capables de s'occuper de leur enfant. Elles vont pas être capables de le prendre, elles vont pas être capables de lui donner un biberon. Ou si elles vont le faire de manière automatique en fait, sans ressentir un plaisir quelconque à le faire. Il y a un désintérêt pour les activités qu'elles aimaient auparavant. Si elles aimaient sortir avec leurs copines, si elles aimaient recevoir du monde ou peu importe l'activité, si vous commencez à constater un désintérêt de cette personne par rapport aux activités avant, ça veut dire que peut-être il faut creuser. Il faut voir, il y a peut-être un souci. Au niveau de l'appétit, elle va arrêter de s'alimenter ou s'alimenter très peu ou s'alimenter trop. Donc ça peut être des crises de boulimie ou d'anorexie. Il y a aussi le sentiment qu'elle a beau faire au mieux qu'elle peut, les choses ne changent pas. Ça reste toujours pareil. Elle se dit mais en fait, ça va être toujours pareil. J'ai accouché, mais dans 20 ans, ça sera toujours la même chose. Elle ne s'imagine même pas cet enfant grandir, elle s'imagine même pas que la situation peut évoluer. Il y a la tendance aussi à s'isoler. Elle va commencer à s'enfermer de plus en plus. Soit seule, soit avec le bébé. C'est un peu dangereux quand c'est avec le bébé. Là, il faut peut-être penser à intervenir, mettre quelqu'un entre les deux pour ne pas en fait qu'elle puisse faire du mal involontairement à son enfant. Et enfin, un des symptômes très graves, ce sont les idées suicidaires. Bien écouter la personne, bien comprendre ce qu'elle veut dire. Elle va peut-être parler en parabole, donc il faut vraiment rester à l'écoute.
Alors, le trouble de stress post-traumatique, c'est aussi un symptôme qui peut arriver après la grossesse. C'est pas aussi grave qu'une dépression, mais non pris en compte aussi, ça peut finir en dépression. Le trouble de stress post-traumatique, c'est 4 à 6% de femmes qui vont l'avoir, et c'est à peu près les mêmes causes. On ne dort pas la nuit, on a beaucoup d'anxiété, et on est très irritable. Mais ça, en fait, c'est souvent après une grossesse traumatisante, on se pose beaucoup de questions. Et là, il faut quand même consulter des fois pour pouvoir parler, pour pouvoir extérioriser en fait ce qu'on a. Pourquoi je parle de ce sujet? Parce que je vais donner un petit témoignage. Oui, je l'ai pas donné souvent en public, très peu de personnes le connaissent. Alors, moi j'ai souffert de prééclampsie durant ma grossesse, et une prééclampsie qui a été découverte au 3e trimestre. D'abord, prééclampsie, c'est quoi? C'est de la tension que l'on fait pendant la grossesse et qui peut être très grave et très compliquée au niveau de l'accouchement et qui peut entraîner la mort. C'est ça, docteur? Alors, ça a été un trimestre qui s'est avéré alors très anxiogène parce que j'avais des rendez-vous chez le médecin toutes les semaines, mais chaque semaine, on me disait, si ta tension n'est pas correcte, on te fait accoucher. On avait déjà fait maturer les poumons du bébé, donc du coup, j'étais sous tension, j'avais un régime particulier, on surveillait alors toutes mes constantes. Donc, et c'était vraiment chaque semaine une victoire, victoire pour arriver à la 37e semaine pour pouvoir accoucher. Donc, arrivé à la 37e semaine, Dieu merci, j'y arrive. Je vais chez le médecin, ils me disent, ok, demain vous arrivez, vous allez accoucher. Ok, bon, bonne africaine, moi je voulais accoucher par voie basse et tout, j'avais déjà signé, voie basse, si possible, pas de péridurale, mais rien ne s'est passé comme ça. Donc j'arrive pour l'accouchement, et l'accouchement s'est avéré très très difficile. Bon, je vais passer le détail parce que c'est assez long, mais disons que on a commencé le processus à 7h du matin, j'ai accouché à 5h du matin le lendemain, et par césarienne d'urgence. Donc après, je vous passe les détails, les douleurs, le fait de devoir se lever à 2 heures après mon réveil de la salle de réveil là. 2 heures après, il faut se lever. T'as pas encore vu ton enfant, mais on te dit que toi tu dois faire 3 pas. Ça a été les 3 pas les plus douloureux de toute ma vie. Je pense que, je sais pas, vous peut-être que vous vous rappelez plus de vos grossesses, mais moi je me rappelle encore de ces 3 pas et je contracte à chaque fois que j'y pense parce que tellement ça faisait mal. Et ensuite, il a fallu trouver une chaise roulante pour aller voir mon enfant qui était en fait en néonate. Vu le temps passé à la, comment ça s'appelle, pendant l'accouchement, il a manqué d'oxygène. Et entre-temps, tout ça, faut gérer parce que 2 jours après, faut rentrer à la maison, faut commencer à s'occuper d'un petit être, le lait qui ne sort pas. Et on te dit maintenant, en fait, il faut que tu l'alimentes directement par le sein, donc tu dois faire ce que tu veux, je sais pas, le colostrum qui doit sortir. Et là, tu as une pléiade d'infirmières, l'une après l'autre, qui viennent t'appuyer le sein pour que le colostrum sorte. Et toi, tu es avec toutes tes émotions, c'est compliqué et tout. Mais du coup, quand je rentre, c'est assez compliqué à gérer. Merci, parce qu'il y avait mon mari aussi avec moi à l'hôpital tout le temps, et il a beaucoup géré pendant cette période. Mais arrivé à la maison, là, je me suis vraiment renfermée sur moi-même et renfermée avec le petit. Moi, je voulais tout faire toute seule, je voulais pas qu'on le touche. Limite, quand on le touchait, ça m'énervait. Et pourtant, maman était là et elle m'écoutait pas, donc elle me touchait tout le temps. Et elle faisait plein de choses. Je lui dis merci aujourd'hui, mais sur le coup, c'était dur en fait. C'était très dur parce que j'avais l'impression vraiment que elle me mettait en face, elle voulait dire que moi je savais pas faire. Mais en fait oui, je savais pas faire. Mais j'avais du mal sur le coup à accepter que je ne sache pas faire. Et du coup, je m'enfermais dans la chambre, dans la douche, et je pleurais. Je pleurais des heures. Et je prenais des longues douches pour pleurer. Après, je ressortais. Je faisais comme si de rien n'était. Quand ça n'allait pas, je repartais. Et ça a duré. Moi, je crois que j'ai eu, je sais même pas si c'est stress et dépression. J'ai eu ça pendant 1 an, quoi. 1 an où, quand on revient, même 2 mois après, je dois laisser l'enfant à la nounou. Je stressais, mais tellement, j'étais là, mais quelle mauvaise mère, oulala. Mais qui fait ça? Qui laisse son enfant à la nounou? Mais c'est elle, mais en plus, regarde, tu l'allaites pas bien. J'avais plein de choses, en fait. Tout était mauvais dans ce que je faisais dans ma tête. Mais pourtant, bon, il se porte très bien. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je sais que bon, c'était dû, en fait, au traumatisme que j'avais eu et que j'avais pas pu exprimer. Maintenant, le plus important, comment je m'en suis sortie?
déjà, j'ai prié. Et c'est beaucoup ma foi, en fait, qui m'a aidée. Et j'ai libéré la parole. Parler. Pas parler en public, mais parler à des gens qui pouvaient m'écouter, qui pouvaient me comprendre. Et je ne parlais pas de l'expérience même de l'accouchement. Hein. J'en ai parlé très rarement, mais de tout ce que je vivais autour, en fait. Et c'est une amie, en fait, à un moment qui m'a dit, mais en fait, c'est vrai, on voit que t'es pas bien. Si tu veux, tu peux parler. Tu peux dire ce qui va pas. Il n'y a pas de souci. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, nous, les femmes noires, souvent... Ah ouais, parce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en sortant de l'hôpital, là-bas, on m'avait dit, si vous sentez que vous pleurez, que ça vous dépasse, que quoi, revenez à l'hôpital, on va vous prendre en charge, ça s'appelle la dépression postpartum et le baby blues. Revenez, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nous les noirs, hein? Nous sommes... mais non, strong woman. Nous, ça c'est les choses des blancs. Nous, on peut pas... Quoi? Dépré quoi? Non. Nous, on gère. Comment nos mamans ont fait et tout. Mais... Et en fait, il fallait que je reparte à l'hôpital. J'aurais dû repartir. Ça aurait été mieux pour ma vie, mais bon. Ça m'a pris une année pour comprendre, pour mettre des mots, refaire des recherches. Beaucoup lire aussi, comme tu disais tout à l'heure. Lire, ça m'a aidé en fait à comprendre ce que j'avais. Et donc, j'ai beaucoup parlé. Et j'ai fait des activités aussi en relation avec l'accouchement et tout. Et c'est comme ça aussi que j'ai fait l'activité où tu étais venue témoigner, Dora, avec 3 autres collègues en fait, où on a essayé de voir et de montrer, de confronter les femmes et de parler chacune de nos expériences. Et là, quand tu écoutes quand même le nombre d'expériences difficiles, bah oui, et mais des expériences difficiles quoi. Et peut-être des fois plus difficiles que ce qu'on vit. Oui. Ça te dit. Oui, tu te dis que ouais, mais en fait, il y a c'est un véritable tabou autour déjà. Il y a un véritable tabou autour de la santé mentale de la femme enceinte et après aussi, parce qu'on n'en parle jamais. Et toutes ces femmes ont des stigmates en fait aujourd'hui. Elles ont des stigmates, mais on vit avec en fait. On vit et on évolue avec. Dire qu'on est guéri, je sais pas. Mais on fait avec. Même Dora t'en parle encore, Elfie t'en parle encore, même toi. Mais donc du coup, c'est qu'il y a certains stigmates qui sont là et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, on n'en prend pas assez soin. Là, et c'est important aussi demain pour nos filles de savoir comment aujourd'hui on va gérer ça, comment on va faire en sorte que ces enfants sachent ce qui se passe pendant, après la grossesse pour leur permettre en fait de minimiser peut-être les traumatismes que nous avons eus en fait. Je pense qu'en faisant cela, ça va leur permettre de mieux appréhender la grossesse. Alors, mon conseil, c'est que si vous voyez que ou si vous croyez que votre partenaire ou une mère de votre entourage souffre de dépression postpartum ou de baby blues, il est important de l'aider en l'écoutant, en lui faisant comprendre que vous comprenez sa souffrance en fait, et que vous comprenez qu'il y a des soucis, mais mettez-vous à sa disposition pour l'écouter. Et si vous voyez que vous avez peu de moyens pour l'aider, essayez de voir dans quelle mesure vous trouvez une aide psychologique professionnelle pour pouvoir l'aider à passer ce cap. Mais sinon, c'est bienveillance tout le temps et en tout moment. Ne dites jamais oui, elle fait exprès, ou elle exagère, ou je comprends pas ce qu'elle a. Non. Si vous comprenez pas, il est mieux, si vous n'arrivez pas à gérer la situation, de vous tourner vers des professionnels plutôt que de la gérer vous-même, parce que vous allez aggraver la situation si jamais vous n'avez pas les bons mots. Voilà. Merci beaucoup Cyrielle pour ce témoignage, qui je sais n'a pas été facile à faire, mais qui j'en suis sûre va toucher et impacter beaucoup de femmes. Donc là moi je retiens, donc tu as parlé du baby blues, de la dépression postpartum et du traumatisme et du stress post-traumatique. Donc c'est important de connaître un peu toutes ces étapes-là pour pouvoir analyser toutes les phases en fait. Donc le baby blues qui touche quasiment toutes les femmes, africaines ou pas, ça c'est hormonal, donc ça n'a rien à voir, mon délai, non, ça n'a rien à voir qu'on soit blanche ou pas blanche. Et d'ailleurs même quel que soit le mal qu'on a par la suite, c'est juste que c'est la santé mentale de la femme enceinte en fait. Donc ça c'est important de pouvoir le souligner. Et en parlant de choc, en parlant de douleur à surmonter, Tata Dora, toi, tu as un témoignage aussi assez poignant à nous partager. Alors tout à fait, donc pour rester sur les sujets sensibles, après la dépression postpartum et le baby blues, moi je voulais parler de la perte du bébé. Parce qu'on a parlé de maternité, et généralement, surtout quand la grossesse elle est désirée, dès que le test il est positif, c'est la grande joie, c'est la fête, on commence à se projeter, on commence à penser au prénom, on commence à penser
à la chambre, aux vêtements. On commence à préparer pas mal de choses pour le nouveau-né qui pousse dans notre ventre. Et c'est le début d'une joyeuse aventure. Mais tout ça, ça peut s'arrêter très brusquement. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé, moi, il y a quelques années. Et donc, j'ai partagé mon témoignage aujourd'hui pour encourager une femme qui peut-être passe par là en ce moment. Et donc, en fait, pour moi, l'histoire se déroule en 2016. Donc là, ma grande fille, elle a 4 ans et là, j'apprends que je suis enceinte. Donc naturellement, la belle nouvelle, tout le monde est content, c'est la joie dans la famille et on commence à se projeter. Et un jour, journée normale du mois d'août, je rentre de travail et là, je commence à saigner abondamment. Ça part très vite, donc je me retrouve à l'hôpital et là, on me dit que je suis en train de perdre le bébé. Alors, ce que j'ai ressenti, moi, à ce moment-là, mon premier sentiment, c'est l'incompréhension. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et cette incompréhension s'est mélangée avec de la culpabilité un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, là, comme ça, 24 semaines d'aménorrhée, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Alors, le deuxième sentiment, c'était la tristesse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est en fait, ça se passe après, on te met dans une salle de suite de couches avec toutes les femmes qui ont eu leur bébé. Et en fait, toi, t'es là, t'as perdu ton bébé au milieu d'autres bébés. Et ça, c'est très douloureux. C'est assez traumatisant. Honnêtement, c'est pas simple. Et aussi, l'autre sentiment qui est monté dans mon cœur, c'est la frustration, en fait. La frustration avec laquelle le personnel soignant a géré. C'est-à-dire que ton bébé, on te le donne dans un sac, on donne au papa dans un sac, limite vous en débarrassez, quelque chose qui n'a pas existé. Enfin, t'as le sentiment de perdre un être cher, mais il te reste pas un souvenir, il te reste rien. C'était limite non-événement, le personnel pas plus empathique que ça, mais c'est vraiment voilà. Et tout ça, ça n'a pas été simple. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là, c'est l'entourage. Donc je rebondis sur ce que Cyrielle il me disait. L'entourage, c'est important. C'est important de soutenir la maman qui traverse cette phase-là. Donc l'entourage m'a beaucoup aidé et puis ma foi aussi m'a beaucoup aidé. Ma foi. Et donc la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que après cette maternité-là, j'ai eu 2 bébés. Et donc là, c'est la morale en fait de toute cette histoire, c'est de dire à une maman en fait que toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Parce que le sentiment qui monte dans notre cœur après ça, c'est si c'est ça la maternité, non merci quoi. Merci. En plus moi j'en avais déjà une, je me suis dit ah, c'est bon, je pense que je m'arrête là. Là, on va pas revivre ça parce que personne ne veut revivre une expérience comme celle-là. C'est une expérience assez difficile. Donc franchement, on se dit non. Faut pas vous dire ça. Restez positive, persévérez. Parce que en réalité, les grossesses ne se ressemblent pas. La preuve, après j'ai eu 2 maternités qui sont plutôt bien passées. Après, il y a aussi le côté où il faut chercher les causes. Parce qu'on n'a pas les causes tout de suite. Donc moi, j'ai essayé de chercher les causes parce que ces causes-là, en fait, il peut exister des solutions médicales pour pas réitérer l'histoire. Donc, il faut essayer de comprendre, essayer de chercher les causes et repartir avec beaucoup de courage. Parce que c'est pas la fin de l'histoire, parce que la prochaine histoire peut être meilleure. Voilà donc moi ce que je voulais partager aujourd'hui avec toutes les femmes qui nous regardent et qui peut-être passent par là. Mais merci beaucoup Dora pour ce témoignage poignant. Comme je vous avais dit, là vous l'aurez noté, chacune de nous a apporté en fait un témoignage poignant de sa propre personne, de sa propre expérience. Ça n'a pas du tout été simple de pouvoir vous apporter ça. Mais si on l'a fait, c'est parce qu'on a la conviction, on a la foi que chacune, par son témoignage, va aller toucher une vie, va aller toucher une femme enceinte, une future maman, et pouvoir en fait vous aider à mieux comprendre en fait le sujet de la grossesse, mieux gérer le traumatisme, le stress post-traumatique, c'est ça que tu disais, et en fait mieux gérer toute sa santé mentale en fait. Parce que s'il y a bien eu un élément clé qui sort de tous ces témoignages-là, c'est bien la santé mentale de la femme enceinte. Et avant de terminer, Elvie, on avait quand même en fait quelques informations importantes à donner à nos téléspectateurs. D'accord, c'est juste de partager. On a parlé de préparation, être préparé à l'accouchement et avoir les bonnes informations qu'il faut au cours de la grossesse. Et donc, nous avons des petites recommandations pour la page Case maternelle, qui est une page créée par une sage-femme qui s'appelle Michelle Kwame. Ivoirienne, où vous pourrez trouver tous les conseils qu'il faut pendant la grossesse. Préparation, c'est une sage-femme qui donne des cours à la préparation à la grossesse en Côte d'Ivoire, mais elle le fait également en ligne.
Donc, vous aurez les conseils qu'il faut sur la grossesse, sur comment pousser, le fameux comment pousser, comment gérer la dépression postpartum, le baby blues et tout ce qui va avec. C'est vraiment une page que l'on vous recommande. Il y a aussi la série de documentaires Babyhood, qui met en scène tout le processus de la grossesse et de l'accouchement. On a parlé de ça et vraiment ça met en scène en images. Vous pouvez voir le témoignage d'autres femmes qui ont vécu différents types de grossesse et aussi voir comment ça se passe le jour J même en salle d'accouchement. C'est un documentaire réalisé par Delali Damessi, qui est mompreneur, fondatrice du magazine Baby Moms et de la crèche Babylou, qui est également TV host de l'émission Le Cœur des Femmes. Et je vais terminer en atterrissant ici au Congo. Je vais parler de la plateforme digitale Future Maman 242, créée par une jeune entrepreneur au nom de Gabrielle Senghor, qui est justement passée par une expérience personnelle assez douloureuse par rapport à la grossesse et qui a décidé de créer cette plateforme pour encourager les futures mamans et pour avoir toutes les informations qu'il faut concernant la grossesse. Et là, c'est bien en parlant de Gabrielle. Ça nous indique encore que quoi c'est important de parler de son mal en fait. Parce qu'elle parle justement de ça, parce qu'elle c'est une fausse couche aussi. C'est une fausse couche qu'elle a vécue jeune et elle n'avait pas forcément compris pourquoi elle a connu cette fausse couche. Elle n'avait pas toutes les informations qu'il faut plutôt. Donc de cette expérience douloureuse, donc elle a décidé de créer cette plateforme-là justement pour donner les bonnes informations qu'il faut aux jeunes futures mamans et surtout un accompagnement concret qu'il faut. Donc ça, c'est important la parole, justement, c'est tellement important. C'est important la parole qu'on parle, c'est important la parole qu'on écoute. Et justement, les questions qu'on a souvent, c'est « Ah, c'est pour quand le prochain ?»« Ah, mais depuis l'aîné est en train de grandir, c'est quand que tu fais l'autre ?» Les gens ne savent pas forcément par quoi est-ce que le couple, en fait, est en train de traverser, le père et la mère ensemble, en fait. Plein de questions comme ça. Et des fois, c'est justement parce qu'on a eu plein de traumatismes comme ça qu'on est bloqué. On a besoin d'être réparé pour après réouvrir un peu la porte et aller embrasser cette expérience-là qui change tout, qui chamboule en fait toute une vie, qui est la grossesse. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission spécialement conçue pour vous et qui marque aussi la fin de notre deuxième saison Côté A. On se donne rendez-vous donc à la prochaine saison. D'ici là, on vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Profitez de votre famille, profitez de gens qui vous aiment, profitez du beau temps. Saison sèche ou pas, profitez du beau temps. On vous dit donc à très bientôt. D'ici là, rendez-vous sur Facebook, YouTube, Instagram. On se follow, mais on se dit à très bientôt. Au revoir.